Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, ce sera cette fois un book haul et un gros book haul car j'ai compté, j'ai plus d'une trentaine de livres à vous présenter. Ce sont notamment des livres que j'ai reçus ou des livres que j'ai trouvés en boîte à livres, et il y a également pas mal de d'e-books que je me suis procuré notamment au niveau des BD. Sinon, j'espère que la luminosité ne sera pas trop pourrie au niveau de la vidéo car la semaine passée il a fait beau toute la semaine et aujourd'hui que je veux tourner, eh bien il fait un temps pourri, donc voilà, je m'excuse d'avance si la luminosité n'est pas terrible. Et aussi, si par moment vous me voyez peut-être faire des petits grimaces, sachez juste que la semaine passée j'ai fait un faux mouvement au niveau de la nuque et que selon encore les mouvements que je fais à l'heure actuelle, eh bien ça me tire encore dans la nuque ou dans le haut du dos, donc voilà, c'est pas très agréable, mais voilà, on fait avec. Et du coup, c'est parti, je vais vous présenter tous les nouveaux livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. Et donc je commence avec le service presse, et tout d'abord j'ai reçu Seigneur de Lou Luby aux éditions Delcourt. Donc je remercie encore la maison d'édition ainsi que NetGalley pour l'envoi de ce service presse. Je vous mets la couverture ici car c'est une BD que j'ai reçue en numérique, et cette BD je l'ai déjà lue, donc au cas où vous pouvez retrouver mon avis dessus sur la vidéo point lecture du mois de mai. Et disons que là on est sur une histoire où on est en Transylvanie tout simplement, et aujourd'hui les vampires ont longtemps dominé, mais aujourd'hui les vampires et les humains devraient être égaux, sauf que ce n'est pas le cas. Et on va suivre trois colocataires humains. D'un côté, on a la première colocataire, elle en a marre de voir ce que les humains doivent subir et décide de manifester pour les droits des humains. Le deuxième colocataire va subir une attaque de vampires et donc il va devoir s'en remettre et aussi devoir se faire au fait que il se change gentiment en goule. Et la dernière colocataire, elle, disons qu'elle elle est amoureuse d'une vampire, mais disons que, étant donné ce qui se passe avec les deux autres, elle ne peut pas trop le révéler. Voilà tout ce que je peux vous dire. En tout cas, c'était une très bonne lecture, et si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller voir la vidéo où j'ai donné tout simplement mon avis. Mais en tout cas, j'ai été vraiment surpris avec cette lecture. Je pensais pas qu'on allait aborder certains thèmes et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait. Donc voilà, allez jeter un coup d'œil à mon point lecture si vous voulez en savoir plus. J'ai également reçu Les Mystères de Hobtown, le tome 1, L'affaire des hommes disparus de Bertin et Forbès, aux éditions Delcourt. Donc là pareil, je remercie la maison d'édition ainsi que NetGalley pour ce service presse. Je vous mets ma couverture ici vu que c'est une BD en numérique. Et ici on va suivre en fait, on est donc dans la petite ville de Hobtown. On va suivre le club de détectives de la ville, ce sont des jeunes gens qui enquêtent. Et disons qu'ils vont se retrouver à enquêter sur la disparition du père d'un élève de leur établissement scolaire. Et ils vont se rendre compte en fait que ce n'est pas le premier homme qui disparaît cette année dans cette ville. En fait, il s'agirait de la 6e disparition. Voilà, et ils vont donc enquêter là-dessus. Là, pareil, c'est une lecture que j'ai lue. Et pareil, vous retrouvez mon avis dans mon point lecture de mars. Et voilà, donc là, ça a été aussi une lecture intéressante qui m'a bien fait frissonner par moments, et il faut que vous sachiez, il y a beaucoup d'avertissements avant de vous lancer à l'intérieur. En tout cas, j'en parle un peu dans ma chronique, mais si vous voulez vraiment avoir tous les avertissements, ils sont dans la chronique sur mon blog, tout à la fin de la chronique, et là je vous dis exactement tout ce que vous pouvez y retrouver au cas où vous pourriez être sensible à cela. J'ai également reçu Dual, le premier tome, la sélection de Sandrine Clément, aux éditions Rivka. Je remercie encore la maison d'édition qui m'a contacté pour me proposer ce roman. Et je vous dis donc le résumé. Jusqu'où iriez-vous pour devenir un super-héros? Adopté enfant par une mystérieuse fondation, Vidar n'aurait jamais imaginé devoir remplacer le super-héros qui a bercé sa jeunesse une fois devenu majeur. Sauf qu'il n'est pas le seul. 9 autres jeunes recrutés dans tous les États-Unis se retrouvent enfermés avec lui dans un complexe militaire afin de s'entraîner et de prouver qu'ils sont les plus qualifiés pour prendre la relève. Les critères, inconnus. La durée du test, inconnu. Les règles, seulement 3. Ne pas dévoiler son identité. Ne pas sortir du campus. Hormis ces 2 premières règles, il n'y a aucun interdit. Compétition, amitié, mystère, trahison. Et si les qualités que l'on attendait d'un super-héros n'étaient pas celles que l'on croyait. Alors je vous avoue que quand on m'a proposé ce roman,
j'ai tout de suite été attirée par le côté super-héros, je vais réussir à parler, et ça m'a... Voilà, ça m'a tout de suite tentée, je me suis dit oui, pourquoi pas, ça peut être vraiment très intéressant, et puis après bien sûr le campus mystère, où, à part quelques règles, tout peut arriver. Donc vraiment ça me hype, et il va faire partie de mes prochaines lectures, donc vous allez voir passer certainement mon avis dans mon prochain point lecture. J'ai aussi reçu La Reine des Pantins de Rosalia Radosti aux éditions Dupuis. Donc je vous mets également en couverture ici, c'est une BD. Et je remercie donc la maison d'édition ainsi que NetGalley pour notre service presse. C'est vrai que j'ai été tout de suite attirée par la couverture et le résumé que je vais vous lire tout de suite. 1760. Jacques, un enfant à la constitution fragile, s'épuise pourtant au champ sous le joug de ses parents bigots et violents. Pour échapper à la société de son temps, écrasé de fanatisme religieux, de brutalité, le petit garçon se réfugie dans l'intimité du monde onirique qu'il s'est imaginé. Là, entouré de sa cour de pantins, exclu, splendide créature aussi attachante que théâtrale, il peut se rêver en princesse Jacqueline. Une princesse qui, un jour, part en quête de la légendaire robe d'or, censée exaucer tous les vœux. La seule chance pour Jacqueline de créer un royaume où les exclus seront chez eux. Donc j'ai beaucoup aimé cette idée de se dire, ben on est à l'époque, et de voir comment des idées peut-être plus de notre temps seraient abordées, puis de voir comment ce fameux monde où Jacques est en fait la princesse Jacqueline serait abordé également, donc c'est pour ça qui me donne envie. Et je suis curieuse de lire cette BD, là pareil je vais la lire tout bientôt, donc vous la verrez passer prochainement. Et alors c'est une BD, normalement c'est des BD qui sont assez courtes, et là je vois que c'est quand même une BD qui fait 200 pages, mais bon, l'histoire a l'air aussi beaucoup plus étoffée, donc voilà, curieuse de découvrir tout cela. J'ai aussi reçu la BD La légende de Haku Taku d'Alba Cardona aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici, et je remercie donc toujours NetGalley et la maison d'édition pour notre service presse et leur confiance. Et là pareil, j'ai été tout de suite attirée par la couverture qui me faisait très envie, et voilà, quand c'est des BD Jungle, j'ai toujours envie de découvrir lors d'une nouvelle parution, et là, je me suis laissée tenter. Donc je vous lis le résumé. Yuki est une orpheline sourde de 13 ans, destinée à diriger un jour son village. Mais certains habitants superstitieux voient son handicap comme une malédiction liée au Haku Taku, une créature magique accusée de causer des catastrophes. Isolée et incomprise, Yuki s'aventure dans la forêt et se retrouve nez à nez avec ce démon. Alors que les tensions montent au village, elle devra combattre les préjugés pour protéger son peuple. Et si la peur de l'autre était le véritable danger? Premier tirage avec une jaquette exclusive. Voilà, donc moi je sais pas lequel j'ai vu qu'en plus c'est du numérique, mais ça me fait bien envie. Et là pareil, on est sur une BD qui est plus longue que le format traditionnel. En général on est sur 50-70 pages sur une BD traditionnelle qui est assez courte. Là on a une BD qui fait 175 pages, mais je pense aussi que ce sera un one-shot, donc vraiment on aura toute l'histoire dans cette BD. Et donc oui, je l'ai pas encore lu, mais je suis vraiment curieuse de la découvrir, et pareil, elle me fait très envie. Et ce que je vois, en tout cas, la couverture que j'ai moi, en tout cas, elle me plaît beaucoup, et je trouve déjà les dessins magnifiques, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner à l'intérieur. J'ai également reçu Les Masques d'Exendorf, le premier tome, Le règne de Dame Capelle de Kafab, aux éditions Jungle. Je vous mets la couverture ici, je remercie donc de nouveau la maison d'édition, ainsi que NetGalley pour notre service presse et pour leur confiance. Et là, disons que je n'ai pas immédiatement été attirée par la couverture, mais ce qui m'a fait envie, je vais quand même toujours lire les résumés des BD Jungle, et là c'est plutôt le résumé qui m'a donné envie, donc je vais vous le lire. Fanny, une adolescente passionnée de surnaturel, rend visite à son grand-père dans son village suisse natal, Exendorf. Elle adore raconter des légendes effrayantes aux jeunes enfants du coin, sa préférée, celle de la sorcière Dame Capelle. Si cruelle et avide de pouvoir qu'elle aurait terrorisé toute la région il y a des siècles. D'après la légende, elle n'aurait jamais été vaincue, mais piégée dans le glas, une cloche ensorcelée. Un jour, poussée par la curiosité d'Arig, son ami et partenaire de chasse au trésor, Fanny décide de partir à la recherche de ce mystérieux glas. Voilà donc le résumé, et moi disons ce qui m'a fait très envie. Tout de suite, dès la première ligne, c'est de savoir qu'on était en Suisse. Je me suis dit, ah, une BD qui se passe en Suisse, je veux découvrir cela, et en plus avec une histoire de sorcière, voilà, de sorcière emprisonnée. Mais que me dire de plus, quoi, en fait. Et là, vraiment, ça me fait très envie.
Là on est alors sur une BD plus traditionnelle, elle fait 80 pages, on est sur un premier tome, mais je suis curieuse de découvrir le début de cette histoire et de, voilà, de me dire que ça va se passer dans mon pays, donc vraiment très 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 curieuse de voir ça et de vous en reparler. Et j'ai aussi reçu À faire peur, le tome 2, Le train de la mort, de Lilian Chabert Drouin Farizella et Lorien aux éditions Soleil. Donc apparemment c'est un tome 2, je n'ai pas lu le premier tome mais je crois qu'ils peuvent se lire de manière indépendante donc ce ne sera pas un souci pour comprendre l'histoire. Et là c'est le côté fête foraine, train fantôme, tout ça qui m'a fait très envie. Ainsi que la couverture, dès que j'ai vu cette couverture je me suis dit mais j'ai envie de découvrir ce livre. Et donc j'ai voulu son résumé. Depuis des décennies, la ville de Trouillansac est le théâtre de phénomènes terrifiants. Disparitions inexpliquées, apparitions monstrueuses, les habitants vivent avec le danger. Trouillansac semble définitivement maudite, livrée aux forces du mal. Quentin l'a promis à Julie, cette année, ils feront le train de la mort, la plus flippante attraction de la fête foraine. Embarqués à bord avec des inconnus et conduits par un être malfaisant, ils devront faire face à une série de défis mortels où chacun devra sauver sa peau, quitte à sacrifier celle des autres. Un tour de manège macabre qui finira forcément mal pour un des passagers. Voilà. Donc oui, le résumé me donne aussi bien envie et disons que là vous aurez aussi mon avis tout bientôt dans le prochain point lecture car j'ai prévu de le lire cette semaine et voilà donc là l'idée, l'ambiance fête foraine avec ce côté train fantôme qui a l'air assez flippant, ça me tente, vous n'imaginez pas et donc j'ai hâte de vous donner mon avis. Là on est sur une BD qui est quand même format standard, qui fait 56 pages, et comme je vous dis, même si c'est un tome 2, je pense qu'on peut le lire indépendamment, en tout cas je verrai bien, et je vous le redirai dans mon avis. Et si j'apprécie, peut-être que, et je pense que certainement, je vais me procurer le premier tome, et après je crois que les suites sont prévues pour le reste de l'année, donc je suivrai attentivement pour voir quand est-ce que les suites vont sortir, mais en tout cas déjà celui-ci me fait bien envie, et je me réjouis de découvrir l'ambiance train fantôme vraiment effrayant. J'ai aussi reçu Umko, le barde, la rhapsodie des étoiles de David Shop aux éditions de la Maison Rose. Voilà, je montre la couverture que je trouve sublime. Et je remercie encore l'auteur pour sa confiance et qui m'a proposé sa nouvelle parution. Donc David Shop, j'avais lu Tiberia, qui avait été une trilogie que j'ai adorée. Et donc là, j'étais vraiment curieuse de découvrir son nouveau roman. Donc je vous lis le résumé. Après un troisième échec à l'examen d'admission de la prestigieuse Académie des Bardes d'Arlanga, Umko voit son rêve brisé. C'est alors qu'il reçoit un mystérieux message dont le contenu le pousse à quitter sa planète pour se lancer dans une quête obscure. À bord du baroudeur, aux côtés de la mercenaire Zoïra, Umko découvre l'immensité et les périls de l'univers. Mais quel but peut bien justifier une telle odyssée? Et surtout, Umko est-il prêt à découvrir la vérité? Donc oui, effectivement, alors là, je pense qu'on sera plutôt dans une ambiance science-fiction. Et je suis curieuse de voir ce que l'auteur nous a concocté. Donc, pareil, là, vous le verrez bien passer tout bientôt, parce que vraiment, il me fait très 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 envie. On est sur une lecture qui fait plus de 240 pages, et l'écriture est de taille standard, donc voilà, comme je vous dis, si c'est comme avec Tiberia, je pense que ça va se dévorer, mais vraiment tout seul. Et vraiment, je me réjouis de voir ce que cette fois, quel univers il nous a préparé et de retrouver la plume de l'auteur. J'ai également reçu les 2 tomes de la saga Lakota, donc le premier tome Origine et le tome 2 Shaman, de Marie-Anne Ludlow, et c'est en auto-édition, donc je vous mets les couvertures ici, que je trouve magnifiques, surtout celle du tome 2, je suis fan de la couverture du tome 2. Et je remercie encore l'autrice pour sa confiance et pour m'avoir envoyé ses services presse. Donc je vous lis le résumé du premier tome. Enola a toujours eu ce qu'elle appelle des absences, des sortes de visions dont elle ne garde aucun souvenir et qui lui font parler une autre langue. Un problème récurrent qui lui gâche la vie, d'autant plus qu'elle vient d'arriver dans un nouveau lycée et qu'elle ne veut pas se faire remarquer, jusqu'au jour où un membre de sa famille lui propose d'utiliser la lithothérapie pour canaliser ses crises, soit le pouvoir des pierres, et contre toute attente, Enola se souvient de tout quand elle revient à elle. Reste à savoir pourquoi elle a rêvé qu'elle chassait le bison dans des grandes plaines. C'est sans compter sur sa rencontre avec l'énigmatique Jolan, membre de la tribu Lakota. Un soupçon interdit
plane dans l'air et c'est toute sa vie qui s'apprête à changer. Comment une jeune femme dont le seul but est de mener une existence tranquille et normale peut-elle faire face à autant de changements en si peu de temps? Voilà, donc effectivement là je suis curieuse, je pense que ce sera une histoire avec de la romance, un côté fantasy, oui je pense aussi qu'il y aura un côté voyage, oui, un côté passé, comment dire, dans cette histoire qu'on va voyager dans le passé, donc très curieuse, et vraiment je suis curieuse de lire cette saga, et de savoir tout ce qui arrive à Enola et à quoi elle est destinée en fait. Donc vraiment très curieuse de pouvoir vous en reparler, de pouvoir découvrir la saga. Donc, et aussi je pourrais lire les 2 tomes assez rapidement comme ça. Et vous en donner aussi, et vous dire aussi ce que j'en ai pensé tout simplement. Mais ça me fait très envie, comme je vous dis, je suis fan des couvertures. Et j'ai aussi reçu le second tome de L'Arbre et les Étoiles, Les Forêts de Schrödinger de R.H. Wong en auto-édition. Donc là pareil, je trouve la couverture magnifique, en plus dans les teintes violet, c'est ma couleur, je vous la mets ici, mais je remercie encore l'autrice pour sa confiance et pour me permettre de découvrir la suite de sa saga. Alors je vais vous faire plutôt un résumé du premier tome pour ne pas vous spoiler, mais dans le tome 1 on suivait une jeune femme qui en fait se réveille dans le futur tout simplement, et elle se rend compte que dans ce monde du futur en fait, il y a certains de nos savoirs qui ont été oubliés, et que les humains du futur vivent avec une IA plus, voilà, ce qu'ils ont pourrait appeler une IA, mais beaucoup plus performante et plus autonome dans le cerveau. Et va se poser alors la question de, est-ce que si elle accepte qu'une IA vienne à l'intérieur d'elle, est-ce qu'elle aura toujours son libre arbitre, toutes ces choses-là. Et en même temps, on va découvrir comment ça se passe dans ce nouveau monde, et on va voyager entre différentes planètes. Voilà tout ce que je peux vous dire pour le résumé. En tout cas, le premier tome m'avait beaucoup plu. Ce qui se passe à la fin, je suis curieuse de découvrir ce qui va arriver donc, dans ce second tome, étant donné la fin qu'on a dans le tome 1. Et j'avais envie de retrouver nos personnages et de voir tout ce qui va leur arriver. Donc très curieuse de lire ce second tome. Et je vois que voilà, c'est un tome qui fera plus de 400 pages. Mais le premier tome, ça lisait très vite car j'étais curieuse de savoir ce qui allait arriver à nos protagonistes et tout ce que notre protagoniste justement du passé découvrait dans le futur. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et là, je suis curieuse de voir tout ce qui va être abordé dans cette suite. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte de la découvrir et de pouvoir vous en reparler par la suite. Et j'ai également reçu le tome 7 de La Tour des Dragons, Le Protecteur de Florian André en auto-édition. Donc ici, je vous en ai déjà pas mal parlé, mais disons qu'on est sur un portail qui s'est ouvert en France et qui permet d'accéder à notre univers. Cet univers, c'est Elysium. C'est un monde qui nous ressemble, où on vit encore comme au Moyen-Âge, où on a encore les titres de noblesse, toutes ces choses-là. Mais ils ont un truc en plus par rapport à nous. Ils maîtrisent la magie. Alors on décide donc de former des jeunes gens au code de la ville là-bas, et ensuite de les envoyer étudier à l'académie La Tour des Dragons pour justement qu'ils apprennent la magie. Et Robert est le premier espion qui va partir là-bas. Il va aller étudier, et ensuite on va voir ce qui va lui arriver par la suite. Et donc ici avec ce tome 7, on a un nouveau cycle qui s'ouvre pour Robert, et donc je suis curieuse vraiment de voir ce qui va lui arriver avec ses nouvelles fonctions. Voilà tout ce que je peux vous dire, et donc là j'ai hâte de me lancer dans cette lecture et de pouvoir vous en reparler quand je l'aurai terminé. Vous avez peut-être un peu changé d'angle car j'avais plus de batterie et j'ai dû brancher la caméra pour pouvoir terminer cette vidéo. Donc j'ai aussi reçu les 3 derniers frissons suisses, donc je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse et toujours pour leur confiance. Et donc alors le premier c'est Menace sur Fronsac d'Harry Kumrouyan, j'espère que je prends juste aux éditions Ouzou Suisse. Je monte la couverture et je vous lis le résumé. Le domaine de Fronsac va fermer. La propriétaire est contrainte par la mère de vendre son bien, afin d'y construire un hôpital. Loïc et son ami Vacher, habitués de ce magnifique lieu, découvrent que ce projet de vente renferme des zones d'ombre, pardon. Quel est le véritable objectif du maire? La série de dégradations qui abîme le terrain est-elle vraiment une simple coïncidence? Les adolescents, aidés par Clémence, la sœur de Loïc, mènent l'enquête. Arriveront-ils à sauver Fronsac de la destruction et à faire éclore la vérité? Voilà, donc là pareil, c'est un frisson suisse qui fait... Combien il fait celui-là?
un peu plus de 110 pages. Et il y a tout ça écrit grand aéré. Et comme d'habitude, on y retrouve des illustrations. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et franchement, voilà, je suis curieuse de le découvrir. Le deuxième, c'est Décro dans la nuit de Lou Magel. Et là, toujours aux éditions Ouzou Suisse. Voilà, celui-ci, je le trouve magnifique avec le loup derrière. Ça, il m'a tout de suite attiré. Et donc, le résumé. Les parents de Niels, ceux de Lali et la mère de Sam, appartiennent au GIPF, groupe indépendant de la protection de la faune. Leur nouvelle mission, suivre l'évolution d'une meute de loups dans le Val des Randes. Tous s'installent dans la ferme de Corinne et Bertrand. Au fil des jours, ils sont témoins d'une série d'incidents avec les loups, et les fermiers sont inquiets. Alors quand un mystérieux homme d'affaires vient leur proposer de racheter leur terrain, l'offre est tentante. Mais est-il vraiment honnête? Et que manigance cette voisine acerbe qui vit dans une propriété entourée de hautes clôtures? Niels, Lali et Sam décident de tirer cette affaire au clair. Voilà, donc là plutôt une affaire qui aura un lien, je pense, avec les loups. Et là pareil, c'est un livre qui fait un peu plus de 110 pages, pareil pour des types d'écriture grand et aéré, et aussi avec des illustrations. Donc voilà, déjà première page on voit un loup, moi ça me convient. Là, voilà. Et donc oui, celui-ci, vraiment curieuse de le découvrir, surtout avec le loup, vu que le loup c'est mon animal préféré. Je suis curieuse de voir comment on va retrouver le loup à l'intérieur, comment ça va être abordé. Vraiment très curieuse. Et le dernier, celui que j'attendais avec impatience, c'est le dernier tome de Black Justice, donc Black Justice 6.0 Game Over de Nicolas Feutz aux éditions Ouzou Suisse. Voilà la couverture. Et là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit deux amis depuis le début, Loris et Johan, et qu'au départ, en fait, ils ont voulu faire comme les autres, ils ont installé un jeu qui était censé être interdit, et en jouant à ce jeu, en fait, il se peut que certains choix qu'ils ont faits aient des conséquences sur la réalité. Voilà tout ce que je peux vous dire pour ne pas vous spoiler. Et dans chacun des tomes, on va aller dans différents lieux. Dans ce tome-ci, nous serons à Aquatis, il me semble, j'ai lu, oui, à Aquatis. Donc à Lausanne, dans l'aquarium géant. Et maintenant, je suis curieuse de voir comment cette saga va se terminer. Là, pareil, je pense que je peux pas trop vous montrer d'image parce que ça pourrait vous spoiler. Donc là, pareil, alors celui-ci est un peu plus grand, il fait plus de 120 pages, mais on est sur une fin de série, donc il a quand même duré 6 tomes, donc curieuse de découvrir tout ça. Et là, tout ce que je vous montre, voilà, là on a une image de requin, voilà. Donc curieuse de voir comment cette série va se finir, et ce qui va arriver à nos deux amis. Et j'ai également reçu La Terre si belle de Belinda Bonazzi aux éditions Corde de Lune, et c'est dans la collection science-fiction. Je vous mets la couverture ici et je remercie l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Et je vous avoue déjà que je trouve la couverture juste magnifique. Et je vous lis le résumé. Quand la Terre vacille, les mythes se réveillent. Le meurtre de Jérôme Bellerue, gardien d'une pierre sacrée oubliée des hommes, coïncide avec l'apparition de phénomènes climatiques d'une violence inédite. Pour je suis désolée si je prononce mal, Viala, professeur de mythologie, le doute n'est pas permis. Les Béthil de Cybèle, incarnation de la déesse Terre, a été dérobé. Sans lui, l'équilibre du monde est condamné. Autour de cette révélation gravite une poignée d'êtres fragiles et singuliers. Callista, illustratrice rêveuse, Benjamin, géologue discret, Claude, sismologue traumatisé par un drame, Théodore, milliardaire excentrique, passionné de légendes, tous sont entraînés malgré eux dans une quête qui les dépasse. De la Turquie au désert d'Amérique, des îles battues par le vent aux forêts sacrées d'Asie, leur route croisera chaman, gardienne ancestrale et divinité ancienne, car Cybèle réclame davantage qu'un simple retour de sa pierre. Elle exige que l'humanité prouve qu'elle mérite encore d'être sauvée. Entre mythes fondateurs, aventures initiatiques et appels vibrants à la Terre si belle est un roman choral où la magie du monde ancien rencontre l'urgence de notre présent. Donc oui, effectivement, je suis curieuse de découvrir ce livre et vraiment
Curieuse de voir ce qui va arriver à nos protagonistes et voilà les messages qui vont être passés à l'intérieur du récit. Donc voilà, très curieuse de le découvrir. Là, c'est une lecture qui fait 280 pages environ, donc voilà, je pense que si je suis prise dedans, ça va être très vite lu. Et là, vous la verrez passer tout bientôt également. Et maintenant, on va passer au livre que j'ai gagné. Donc, il y a quelques temps, j'ai participé à un concours Instagram sur le compte d'Angelis Treasures. Et donc, il y avait différents romans qu'elle proposait, puis la personne qui gagnait pouvait gagner un de ses romans. Et donc, j'ai gagné et j'ai décidé de... Voilà, et moi j'ai choisi Les Cerfs sous le velours noir de Charlène Ferlet aux éditions Plume Blanche. Voilà, je vous montre la couverture. Et donc, je remercie encore Angélis, du coup Virginie, pour l'organisation de ce concours et pour m'avoir permis de gagner ce roman. Surtout que c'est un Plume Blanche, alors c'est vrai que j'étais curieuse de le découvrir, et c'est vrai que je crois que le résumé m'avait pas mal emballé, donc c'est pour ça que j'avais choisi celui-ci. Donc je vais vous le lire. La déesse veille. Son autorité est représentée par ses anges et ses archanges. Ils interviennent dans tous les aspects quotidiens de la vie. Francesca Sebastani se rend dans la ville marchande d'Alba pour accomplir les volontés de son père, épouser un riche négociant de basse extraction sociale et retrouver son frère Taddeo, qu'elle déteste afin de le pousser à accepter son héritage. Seulement, Francesca ne désire qu'une chose, découvrir qu'a causé l'effroyable assassinat de son autre frère, Jacopo, et lui faire justice, car en rêve, elle la voit, la scène du meurtre par les yeux de ceux qui, haut dans le ciel, posent sur le monde un regard sans haine. Voilà, donc oui, je suis curieuse de découvrir tout ça, car je pense qu'il y aura effectivement un mystère, une enquête, et de découvrir ce roman Plume Blanche. Surtout que j'en ai déjà lu quelques-uns et c'est toujours de belles découvertes. Or celui-ci, il fait un peu plus de 300 pages. Alors, l'écriture ça va, parce que si vous prenez des plus anciens Plumes Blanches, c'est écrit vraiment minuscule, là je trouve que ça va. Et en plus vous avez, vous voyez, des pour les paragraphes là, des sauts de paragraphes avec des illustrations. Et les en-têtes de chapitres, si je peux vous montrer, ça fait comme une aile en fait, voilà, c'est une aile d'ange. Voilà, c'est magnifique. Et est-ce qu'au début j'ai une autre illustration, ça va vous montrer? Non, c'est toujours les ailes d'ange, voilà. Mais vraiment, voilà, curieuse de le découvrir. Et en plus, je trouve la couverture mais magnifique, comme à chaque fois que Plume Blanche, cette couverture est sublime. Et vraiment, curieuse de savoir tout ce qui va se passer à l'intérieur de ce récit. Et en plus, ça me permettra de découvrir un nouveau roman Plume Blanche. Et je vais maintenant passer aux livres que je me suis acheté avant d'enchaîner avec ceux que j'ai trouvés en boîte à livres. Et tout d'abord, alors c'est pas mal, c'est quasiment tout du numérique pour le coup. Et comme je vous disais, c'est beaucoup des BD et des mangas. Et donc pour commencer, il y a une saga de manga qui me faisait envie depuis un moment. Quand j'ai vu qu'elle faisait seulement 4 tomes, je me suis dit bon bah, je me la procure en numérique pour essayer le manga en numérique, voir si ça passe ou pas. Et j'ai décidé donc de me procurer Une vie au zoo de Saku Amuro aux éditions Nobi Nobi. Donc je me suis pris les 4 tomes du manga. Et je vous lis donc le résumé du premier tome. Les zoos font rêver petits et grands. Mais il faut plus que des rêves pour nourrir les animaux. Le zoo Idamari a bien du mal à combiner les frais de gestion et l'établissement avec le bien-être, les frais de gestion de l'établissement, pardon, avec le bien-être des animaux. Haruko, jeune soigneuse, va s'en rendre compte rapidement. Malgré un enthousiasme débordant, son étourderie lui attire les foudres du directeur du parc, qui la met à l'épreuve en lui confiant le soin d'animaux récalcitrants. C'est sans compter sur le curieux talent de la jeune fille pour déchiffrer les émotions secrètes des bêtes à partir de leur odeur. Voilà donc le fait d'avoir un manga qui se déroule dans un zoo, je suis curieuse de découvrir tout ça et en plus je me dis c'est en 4 tomes donc ça peut être très vite lu. Et ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist, alors voilà, j'ai craqué et ce sera le premier test où je vais lire une saga de manga en numérique plutôt qu'en papier et voir ce que ça donne. Mais en tout cas, ça me fait très envie et je pense qu'il y aura beaucoup de scènes avec des animaux, tout ça, donc vraiment, j'ai hâte de le découvrir. Cette fois, on va passer sur de la BD avec La bibliothécaire d'Auschwitz de Salva Rubio et Loreto Aroca
aux éditions Rue de Sèvres. Donc pareil, je vous mets un ici, c'est du numérique, une BD dont j'ai entendu quelques retours et que j'ai rajouté à ma wishlist. Et là pareil, je me suis dit bon, c'est le moment de craquer, je les prends en numérique et je vous lis le résumé. À 14 ans, Dita Adlerova vit dans le ghetto de Terezin à Prague. Déportée avec sa famille dans le camp de concentration le plus meurtrier de la Seconde Guerre mondiale, à Auschwitz, elle rencontre Freddy Hirsch, éducateur juif, qui lui propose de devenir la bibliothécaire d'Auschwitz. Risquant sa vie pour que de petits et grands puissent s'évader, Dita accepte de cacher et protéger les 8 précieux volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp. Mais elle doit faire preuve d'une extrême prudence car le docteur Mengel, célèbre pour ses atrocités, la surveille de très près. Donc voilà, je pense que ça va être un livre, une BD plutôt à la fois dure, mais je suis aussi curieuse de la découvrir car comme dit, j'en ai entendu beaucoup de bons retours. Et là en plus de l'avoir, je crois que c'est un roman de base. Alors là d'avoir l'adaptation BD, je me dis je suis curieuse de la découvrir. Bah oui, c'est noté là, d'après le roman de Antonio G. Iturbe. Je suis désolée, c'est écrit en petit sur la version que j'ai sur le téléphone. Mais oui, alors d'abord, c'est un roman. Donc c'est vrai que le roman, je sais pas si je vais lire un jour, mais là, d'avoir l'adaptation BD, ça peut être intéressant. Et puis, ça permet toujours de voir un peu les horreurs qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait. Et là, pareil, je suis curieuse de voir ce qui va se passer dans ce récit et de voir les atrocités qu'on va nous montrer de cette période. Et je me suis également procuré Tant pis pour l'amour ou Comment j'ai survécu à un manipulateur de Sophie Lambda aux éditions Delcourt. C'est dans la collection Une case en moins. Et ce livre, alors, il m'a fait envie depuis un moment. Et puis il y a peu de temps, j'ai regardé une vidéo de Lado Vintage où il en parlait. Et je me suis dit, allez, il faut que je découvre ça. Surtout que ça peut faire écho à une situation que j'ai vécue par le passé. Et je suis curieuse de voir comment tout cela a été mis sous format BD en fait. Alors je vous lis le résumé. Quand Sophie rencontre Marcus, elle tombe amoureuse en 48 heures. Elle qui était si cynique en amour, cette fois elle y croit. Sauf qu'il se révèle vite étrange. Sophie a alors besoin de comprendre ce qui ne va pas. Confrontée à ses mensonges, à ses incohérences, il a des réactions violentes, des excuses pour tout et arrive à se sortir de chaque impasse. Mais jusqu'à quand Sophie aime un manipulateur narcissique. Voilà. Donc oui, effectivement très curieuse de voir comment tout cela est abordé sur ton format BD et les retours que j'en ai entendus sont quand même, nous font écho en fait à certaines situations que j'aurais pu vivre par le passé. Donc là aussi c'est pour ça que j'ai cette curiosité d'aller découvrir comment ça a été abordé et peut-être que cette BD va aussi me faire du bien. Je sais, d'un certain point, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais voilà, j'ai envie de la découvrir et de pouvoir voir tout ce qui est détaillé à l'intérieur. Et je me suis également pris en BD Peau d'homme d'Hubert et Zanzime aux éditions Glénat. Je vous mets la couverture ici. Ça, c'est une BD aussi dont j'ai beaucoup entendu parler à l'époque et elle était dans ma wishlist. Et là, pareil, je me suis dit, allez, faut franchir le pas et je me la suis pris en numérique. Alors, je vous lis le résumé. Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, demoiselle de bonne famille, est en âge de se marier. Ses parents lui trouvent un fiancé à leur goût, Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Le mariage semble devoir se dérouler sous les meilleurs auspices, même si Bianca ne peut cacher sa déception de devoir épouser un homme dont elle ignore tout. Mais c'était sans connaître le secret détenu et légué par les femmes de sa famille depuis des générations, une peau d'homme. En la revêtant, Bianca devient Lorenzo et bénéficie de tous les attributs d'un jeune homme à la beauté stupéfiante. Elle peut désormais visiter incognito le monde des hommes et apprendre à connaître son fiancé dans son milieu naturel. Mais dans sa peau d'homme, Bianca s'affranchit des limites imposées aux femmes et découvre l'amour et la sexualité. Voilà, donc là aussi curieuse de voir comment c'est abordé dans la BD et franchement, je sais que tous ceux qui l'ont lu ont dit que c'était très bien fait, que ça a été de très bons retours que j'ai vus à chaque fois. Donc voilà, je suis curieuse de la découvrir, surtout qu'en plus c'est un one shot, alors voilà, et puis comme je vous dis, ça fait sacrément qu'elle est dans ma wishlist, j'ai vu beaucoup d'avis passer à son sujet, et là je me dis bon cette fois, faut franchir le pas, qu'elle atteigne le palier pâle, et plus tard pour ensuite la découvrir et voir ce que j'en pense de mon côté.
Et je me suis également procuré des suites de BD qui me faisaient très envie. Donc pour commencer, j'ai pris le second tome des Mondes Perdus, la danseuse d'Angkor-Wat, d'Ocha, de Lemo et Ocha aux éditions Dupuis. Voilà, je vous mets la couverture ici. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Dans le premier tome, on suit Amy, dont le père est archéologue. Et elle va le suivre dans l'une de ses aventures. Et là, dans le premier tome, ils allaient dans des ruines mayas. Dans ce second tome, d'après la couverture, on sera en Asie. Et voilà, j'ai hâte de retrouver Amy et de suivre ses nouvelles aventures. En plus, les dessins étaient magnifiques. C'était vraiment un régal visuel. Et j'ai hâte de la retrouver dans ce second tome. Et entre-temps, le tome 3 est également sorti. Donc voilà, déjà lire le deuxième tome et après me procurer la suite. Mais vraiment, j'ai hâte parce que cette BD, je sais que j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et là, je suis curieuse de voir ce qui va leur arriver dans ce nouveau pays. Je me suis également procuré le second tome d'Amy et les derniers elfes, un royaume à reconquérir, de Carbone, Barreau et Pien aux éditions Jungle dans la collection Chimère. Donc je vous mets ma couverture ici. Ça c'est une BD que j'ai aussi lue il y a quelques temps, c'est qu'on suit Amy, qui est une jeune femme en fait qui va découvrir qu'elle a des pouvoirs et elle va découvrir en fait que son père est un humain mais sa mère est une elfe et donc elle va découvrir un nouvel univers ainsi que certains éléments qu'on lui aurait cachés. Voilà, donc là pareil, le premier tome était intéressant et vu comme il se terminait, j'avais envie de savoir ce qui allait arriver par la suite. Alors là, je vous avoue, je ne sais pas si c'est le dernier tome parce que je vois qu'il est sorti en 2024. Sur Livre Addict, ça me note pas que la saga est terminée. Et entre temps, il n'y a rien d'autre qui est sorti, donc je me dis est-ce que c'est la fin? Donc voilà, il faut avoir. Mais en tout cas, si c'est vraiment la fin, je suis curieuse de découvrir comment va se terminer les aventures d'Amy. Et en plus, ça reste une BD que j'avais envie de terminer. Et mon dernier achat, qui est un roman cette fois-ci, il s'agit de L'ami imaginaire de Stephen Chbosky, vous m'excuserez pour la prononciation, aux éditions Kalman Levy Noir. Donc ce livre, pareil, il est dans ma wishlist depuis quelques temps, j'avais vu quelques booktubeuses en parler, et chaque fois je me disais ouais ça m'intrigue, et cette fois j'ai craqué, donc je l'ai pris en numérique, et je vous lis le résumé. Une mère et son fils en cavale trouvent refuge dans la petite communauté de Mill Grove, en Pennsylvanie. Mais dans ce havre de paix, le petit garçon disparaît. Quand il émerge de la forêt 6 jours plus tard, il a l'air indemne. Lui seul sait que quelque chose a changé. La voix du bois est dans sa tête et lui dicte une mission. S'il ne lui obéit pas, sa mère et tous les habitants de Mill Grove risquent son courroux. Donc, effectivement, ça a l'air, il y a l'air d'un peu du paranormal, voilà. Ça m'intrigue ce résumé et du coup j'ai craqué. Et je me dis que pour la période automne-Halloween, je pense que ça peut être une très bonne lecture. Donc pourquoi pas. Et là, d'après l'édition que j'ai par contre, c'est une belle brique. Il y a noté là qui fait 749 pages, mais bon, voilà, je suis curieuse, ça fait un mois qu'il était dans ma wishlist, et donc là j'ai craqué pour le format numérique. Et pour la dernière partie de cette vidéo, je vais enfin vous montrer ce que j'ai trouvé en boîte à livres, et disons que j'ai fait des très belles trouvailles ces derniers temps. Tout d'abord, j'ai trouvé Feu de camp de Taous Merakchi et Daria Schmidt, et c'est aux éditions Michel Lafon. Voilà, je vous montre la couverture. Alors, ce livre, je l'ai tout de suite pris parce que il y a Adeline de la chaîne YouTube Les Fantaisies de Bullish qui l'avait aussi, je crois, trop en boîte à livres et qui en avait parlé. Et je m'étais dit, ah ouais, ça peut vraiment être intéressant. Et en plus, je pense que ça peut être une lecture pas mal pour la période Halloween, parce que je sais pas si vous verrez bien, mais là derrière, vous voyez, vous avez comme des fantômes, des apparitions. Alors je me dis, ouais, ça peut vraiment être intéressant. Je crois elle avait même dit qu'elle pensait avoir des histoires un peu comme on raconte autour des feux de camp, sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus effrayant que ça. Donc voilà, curieuse de le découvrir, surtout en période d'Halloween, je me dis, ça peut être vraiment sympa. Et je vous lis le résumé. Entendez-vous ce feu qui crépite? Distinguez-vous parmi les ombres qui s'agitent au coin de votre œil le visage d'un fantôme inconnu? Si vous êtes en quête de sueur froide, ouvrez ce livre et laissez-vous transporter par 10 récits vrais et glaçants. Une maison coloniale hantée par le diable, une île paradisiaque dont le sol est composé de cendres humaines, un couvent entier habité par des démons. Grâce au conte envoûtant de Taous Merakchi, adapté du podcast Énergie, et sublimé par les illustrations terrifiantes de Daria Schmidt, Feu de camp vous transporte au cœur de 10 des plus mystérieuses histoires paranormales de notre époque.
Fermez la porte, tamisez la lumière et attendez-vous à ne plus dormir de la nuit. Et là, il y a noté avec une histoire inédite, la légende du diable de Jersey. Voilà, donc comme je vous dis, je pense que ça va être des histoires vraiment paranormales qui vont faire peur et que je vais plutôt lire à la lumière du jour parce que sinon ça va trop m'effrayer. Parce que au cas où on parlait de paranormal, si vous n'avez pas vu mon vlog de Pâques, j'en parle à un moment donné justement d'un récit paranormal et d'une expérience paranormale que j'ai vécue. Donc au cas où, je vous la mets dans le petit i si vous voulez y faire un tour, mais voilà, c'est quelque chose qui m'effraie assez. Et donc effectivement, donc à chaque fois vous avez les nouvelles et vous avez des illustrations effectivement qui sont assez effrayantes. Mais voilà que je... Et à chaque fois vous avez les pages, une noire, une blanche. Ah là c'est que du blanc, d'accord. Est-ce que je trouve d'autres illustrations à vous montrer? Ah, la comtesse Dracula. Regardez. Ah ouais, alors comme je vous dis, je sens que ça va être un livre qui pourrait être bien de se faire une histoire, oui, une nouvelle par soir. Pendant la période octobre, ça peut être pas mal pour se faire peur. Donc voilà. Et comme je vous dis, je sais que si vous voulez avoir un avis, il y a les fantaisies de Bullish qui l'a lu il y a déjà quelques temps, mais qui l'avait présenté. Et elle avait dit, je crois que c'était assez flippant, donc voilà. Pareil, hâte de le découvrir et super contente d'avoir pu le trouver en boîte à livres, surtout qu'il est en parfait état. Et vraiment curieuse de voir les nouvelles qui vont être reportées à l'intérieur. Ensuite, pareil, dans le vlog de Pâques, si vous l'avez raté, on a fait une petite virée des boîtes à livres avec Chérie. Et donc, suite à cette virée, j'ai eu la chance de trouver La femme de ménage, le premier tome de Freda McFadden. Aux éditions, j'ai lu. Voilà, donc là, je vous fais pas le résumé parce que je pense qu'on en a assez entendu parler. Et au cas où, tous les livres seront notés dans la description avec un lien cliquable si ça vous intéresse d'avoir plus de détails à leur sujet. Mais j'étais contente parce qu'en plus la femme de ménage, je vous l'avais déjà présenté une fois dans un book haul parce que je l'avais pris en numérique. Et là, d'avoir retrouvé un boîte à livres en papier, je me suis dit, bah voilà, fonce. En plus, il est vraiment comme neuf. Et c'est un livre qui fait, celui-ci, plus de 400 pages, mais il écrit quand même, l'écriture est standard. Voilà, c'est pas trop serré encore. Et comme ça, ben, je pourrais découvrir ce premier tome en papier. Et vraiment, j'étais trop surprise de le découvrir en boîte à livres. Une autre belle surprise en boîte à livres, j'ai trouvé le deuxième tome de Boris. La demoiselle des Boris, de Marie-Bernadette Dupuy aux éditions Pocket. Voilà, je vous montre la couverture. J'avais déjà trouvé le premier tome en boîte à livres. Et quand j'ai vu, j'ai vite contrôlé sur Livradic que c'était bien le second tome. Et quand j'ai vu que c'était ça, je me suis dit, bah super, comme ça j'ai la saga complète. En plus, trop en boîte à livres. Alors, c'est pas exactement les mêmes éditions, mais c'est pas grave. Et là, j'ai pas voulu lire le résumé du second tome parce que, voilà, pour pas vous spoiler, mais là je crois que c'était une histoire qui se passait en France et on suivait une orpheline et on suivait plutôt là son enfance dans le premier tome. Et là, c'est vrai que Marie-Bernadette Dupuy, toutes les histoires que j'ai lues se passent au Québec et là, ce récit ici se passe en France. Alors là, on est en 1946, mais je crois que la première partie se déroule plus tôt. Et la première partie, c'est l'orpheline du bois des loups. Donc voilà, pareil, là quand j'aurai envie de relire du Marie-Bernadette Dupuy, j'ai une saga, oui, une duologie complète qui m'attend. Elle explique ce tome-ci. Alors c'est une belle bricasse, il fait plus de 740 pages. Et l'écriture ça va, c'est standard mais assez serré, donc voilà. À voir quand je vais me le lire, mais content d'avoir pu trouver une nouvelle série de cette autrice, en plus en boîte à livres. Et là, toujours en boîte à livres, lors de cette fameuse virée, j'ai trouvé le premier tome de la saga Remade d'Alex Scarrow aux éditions Casterman. Voilà, je vous montre la couverture, le livre est en parfait état. Et puis là aussi, j'ai contrôlé, c'était le premier tome, c'est une trilogie. Alors je ne sais pas si l'auteur est français ou si c'est une traduction, alors c'est traduit, mais apparemment il y a 3 tomes et les 3 tomes ont été traduits en français, donc voilà, si je voulais les suites, c'est possible. C'est aussi tout le temps ce que je regarde maintenant sur Livradic quand je trouve des premiers tomes, si tous les tomes sont sortis et si c'est traduit en français, donc là c'est le cas. Et ce qui m'a fait envie avec ce livre, c'est quand j'ai lu, c'est une histoire avec un virus, donc je me suis dit, ça m'a fait penser un peu à l'histoire du labyrinthe. Voilà, pour ceux qui savent, voilà, vous savez pourquoi j'ai pensé au labyrinthe. Et je me suis dit, ben, à voir ce que ça va donner. Donc je vous lis le résumé. Un virus inconnu, incontrôlable et capable de penser. Un adolescent, Léo qui n'a rien d'un héros. La promesse de protéger quoi qu'il arrive sa petite sœur Grace. Et une seule solution, fuir le plus loin, le plus vite possible.
Voilà. Et là, il y a juste un commentaire qui est fait du Stephen King pour les jeunes lecteurs. Voilà, donc curieuse de découvrir tout ça. Et puis, comme je vous dis, c'était ce côté virus qui m'a attiré voir ben, ce qui arrive exactement dans ce livre. Donc là, ça écrit assez grand. C'est aussi assez aéré, il fait plus de 440 pages. Mais voilà, on voit que c'est fait pour du jeunesse. Et là, quand je l'ai vu, comme je vous dis, il m'a fait envie. Je n'ai pas réfléchi plus que ça. Je me suis dit, bon, allez. Et après, à voir déjà si j'apprécie le premier tome, pour ensuite voir si je me procure les suites. Et le dernier livre que j'ai découvert lors de cette virée du vlog de Pâques, eh bien, c'est un livre que j'avais dans ma wishlist pendant un sacré moment. Après, je l'avais enlevé en me disant, ouais, peut-être qu'il ne me fait plus envie actuellement. Et j'ai été sacrément surprise de le trouver en boîte à livres, car c'est un livre, en fait, qui est magnifique maintenant que j'ai pu le feuilleter. Donc, voilà, sans hésiter, je l'ai pris, c'est Okshum, Chef de meute de Nicolas Vanier, et c'est aux éditions La Martinière. Voilà, je vous montre la couverture, c'est juste sublime. Et je vous lis le résumé. Okshum était un jeune chien Laika, né dans les berges du lac Baïkal, en Sibérie. Il est devenu l'un des meilleurs chiens de traîneau que le Grand Nord ait vu courir sur ses glaces. Chef de meute de l'attelage de Nicolas Vanier, ils ont traversé ensemble toute la Sibérie, puis la Laponie et la péninsule de Kola. En famille avec une petite fille d'1 an et demi, ils ont voyagé toute une année sur la piste de Jack London, dans les montagnes rocheuses du Grand Nord canadien, jusqu'en Alaska. Un jour, un vrai tour du monde, des solitudes glacées. En pleine force de l'âge, à 6 ans, Okshum, alors prêt à affronter la course de chiens de traîneau la plus difficile du monde, meurt tragiquement. Le livre, longtemps épuisé, est enfin réédité, raconte ces merveilleuses aventures pleines de tendresse, d'amour et de volonté entre un homme et son chien de tête. Effectivement, alors Okshum, je l'ai lu dans un livre, dans le premier livre de Nicolas Vanier que j'avais lu, je crois que c'est Avec mes chiens. Okshum ne fait plus partie de l'attelage, mais il reparle un peu de ce chien extraordinaire. Et je savais qu'il avait fait un livre express sur vraiment la vie du chien, donc effectivement on va vivre sa jeunesse, les moments qu'il a vécu avec et jusqu'à la fin du chien. Donc ça va être un peu plus dur, je pense, à vivre pour moi parce que voilà, dès qu'on parle de mort d'animal, c'est toujours très compliqué pour moi, mais j'ai envie de découvrir cette histoire. Et quand j'ai feuilleté le livre, alors moi je pensais que c'était plus un roman, mais c'est pas du tout le cas. Alors déjà, vous voyez le format. Et en fait, c'est un livre qui est fait comme un peu, j'ai envie de dire, un livre un peu d'information. Il y a beaucoup d'images à l'intérieur, des images en couleur en plus, où on parle de ce chien, de tout ça. Et puis, vous voyez, c'est vraiment beau et bien illustré. Et après, on a des passages, voilà, effectivement, on a des cartes aussi qui nous montrent les périples qui ont été faits avec le chien. Et après, on revient, voilà, là, on a du texte et on nous parle plus en détail du récit d'Okshum. Et je trouve ça vraiment super. Mais regardez ces images, franchement. Alors je me dis, d'un certain côté, je vais me régaler, mais quand je vais arriver à la fin, par contre, ça va faire mal. Et là, je suis super heureuse de l'avoir trouvé en boîte à livres, surtout après avoir lu le livre de Nicolas Vanier, Donne-moi des ailes, que j'ai adoré et qui a été un gros coup de cœur. Voilà, je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture. Et là, en plus, juste après avoir lu ce livre, qui a été un coup de cœur, de trouver un autre Nicolas Vanier en boîte à livres, je me suis dit, mais voilà, pas le choix, tu le prends. J'ai envie de découvrir l'histoire d'Okshum. Et en plus, vu le format, je sens que je vais me régaler, que je vais passer un bon moment, même si la fin va être plus dure, mais voilà. Et ça, je pense que c'est une histoire parfaite, étant donné que c'est beaucoup des paysages enneigés pour l'hiver. Et ma dernière belle découverte, je vous jure, je pensais pas trouver ça un jour en boîte à livres. C'est vraiment incroyable, j'en revenais pas quand je l'ai sorti de la boîte à livres. J'ai trouvé La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions Lumen en version collector. En boîte à livres! Je vous jure, j'ai vu le livre. Alors déjà, j'ai regardé si c'était bien la version française parce que des fois, on a des livres quand même en anglais ou en allemand dans les boîtes à livres chez nous. Alors d'abord, je me suis dit, oula, tout d'un coup, c'est pas la version française. Et après, j'ai vu noter Lumen et je me suis dit, non, c'est bien la version française. Et après, je l'ai tiré. Alors j'ai senti le toc-toc. Hein. Je me suis dit, c'est pas possible. Et après, j'ai vu le Jaspa. J'étais là, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Et après, j'ai vu la couverture. Je me suis dit, mais d'habitude, c'est pas cette couverture-là. Mais en fait, si vous enlevez la jaquette, ce que je vais faire, vous avez la jaquette habituelle qui est là. Donc en fait, c'est une jaquette réversible. Donc la personne a mis l'autre côté. Et sous cette fameuse jaquette, eh bien, voilà comment se présente le livre. Voilà, c'est la jaquette normale, c'est la couverture d'origine. Et puis voilà, derrière, il est noir.
et le fameux jaspage avec les étoiles. Et là vous avez le petit marque signet, j'ai envie de dire. Et à l'intérieur, voilà comment... Est-ce que vous trouvez à l'intérieur qui est juste magnifique? Non mais je vous jure, je n'en reviens toujours pas d'avoir trouvé ça. Voilà, donc là, oui, vous avez d'un côté, là c'est plus le passé. Et là, vous avez plus le présent, notre temps. Voilà, donc oui, je n'en reviens pas de l'avoir trouvé, franchement. Je n'en reviens toujours pas de l'avoir trouvé en boîte à livres, hein, comme je vous dis, mais il est magnifique et comme neuf en fait. Et ouais, vraiment, c'est la version collector, donc de le trouver en boîte à livres, c'est juste incroyable. Et donc, juste pour vous faire un résumé, je vais pas vous lire le résumé qu'elle a derrière parce que Lumen a tendance à pas mal spoiler au niveau des résumés. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que on est en 1714 au début, on va suivre une jeune fille qui est avide de liberté. Et dans cette optique, elle va faire un pacte avec le diable. Donc elle obtient le droit de vivre éternellement en échange, mais personne ne pourra plus l'avoir. Et se rappeler en fait, c'est pas qu'ils ne pourront plus l'avoir, c'est qu'ils ne pourront plus se rappeler d'elle. Alors elle peut communiquer avec les gens, mais dès qu'elle a fini d'interagir avec eux, ben, les personnes, c'est comme si ils l'oubliaient directement. Alors elle va vivre comme ça à travers, comme un fantôme, un peu on va dire à travers les années, jusqu'au jour où une personne va se souvenir d'elle. Voilà tout ce que je peux vous dire. C'est un livre qui était dans ma... Je crois que je l'avais en numérique, mais là de la retrouver dans cette version-là, ben voilà, je l'ai pris en papier. Et je suis curieuse aussi de le découvrir. Et là, avec la silhouette que l'on voit sur l'autre jaquette, là, comme elle est mise, je me dis que ça pourrait être pas mal pour l'automne aussi, parce qu'il y a ce fameux pacte avec le diable. Donc je me dis même, si quelqu'un se souvient d'elle à notre époque, je pense que le diable, ça va pas lui plaire. Et voilà, je pense qu'il va y arriver certaines choses. Donc voilà, curieuse de pouvoir le découvrir. En plus, c'est un beau bébé, hein. Il fait plus de... Il y a les pages. Ah, il fait plus de 700 pages. Alors après, par contre, il écrit grand. C'est écrit très grand et aéré. Donc voilà, j'espère que ça va se lire vite. Mais super heureuse d'avoir trouvé ce magnifique bébé en boîte à livres pour le coup. Et voilà, j'arrive au bout de ce gros book haul. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie ou si vous en avez certains également dans votre pile à lire. Et pareil, n'hésitez pas à me parler de vos derniers achats. Et si vous êtes 30 minutes pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc là, vous pouvez me mettre une aile d'ange en lien avec le livre que j'ai gagné, une étoile pour La Vie Invisible d'Ali Larue ou un chien ou un flocon de neige pour concernant le livre sur Okshum. Voilà, ou une pile avec les 3 livres empilés parce que voilà, c'est quand même un beau book haul. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!